bonjour à vous. Bonjour, chers publics. Et bonjour, enfin rebonjour à vous aussi. Pour commencer du coup cette conférence, l'idée ça va être de vous laisser vous présenter rapidement qui vous êtes, quelle maison d'édition vous représentez et quelle est votre fonction, qu'est-ce que vous faites. Alors au quotidien ça risque d'être un peu long, mais quelles sont vos principales fonctions? Je commence. Ouais. Bonjour, je suis Cédric Robert, directeur marketing et digital pour les éditions Dupuis, le journal Spirou et également pour le label de manga de création Vega Dupuis. Et ce qui me rapproche en plus de Vega Dupuis du secteur du manga et du webtoon et davantage du webtoon, c'est que je faisais partie des fondateurs de la Webtoon Factory, qui était le premier label de création de webtoon franco-européen et qui a laissé sa place à la plateforme Ono. Voilà. Merci à toi. Bonjour, donc moi c'est Timothée Guédon, je suis directeur éditorial pour les éditions Kana. Voilà, ça déjà dit beaucoup de choses. Et après je suis principalement aussi la création chez Kana, que ce soit en manga ou pour Manga Isho. Donc voilà, donc je fouette les auteurs. Alors je pense que tout le monde connaît Manga Isho, mais est-ce que tu peux préciser un petit peu Manga Isho, c'est un projet de magazine de création manga européen qu'on a lancé l'année dernière. Et donc européen parce qu'on est 4 maisons d'édition sur le projet, une maison d'édition allemande, une maison d'édition donc Altraverse, une maison d'édition italienne Star Comics, une maison d'édition espagnole Planeta Manga et donc Kana pour la partie francophone. Et donc l'idée c'est de montrer que la création en manga existe aussi en Europe, et donc pas seulement en France ou en Belgique, et que voilà, le manga a touché toute une génération de lecteurs, et du coup il y a une nouvelle génération de jeunes auteurs qui ont envie de s'exprimer dans ce format-là, et voilà, il y a plein de choses à découvrir, c'était l'idée de ce magazine. Du coup, Clovis Salvat, moi je travaille chez Ryan Édition, du coup maison d'édition toulousaine, et je suis en charge du flux éditorial, de la veille et de la communication. C'est beaucoup plus concis. Donc, moi c'est Arthur Var, je suis cofondateur de Ryan Édition avec Clovis et Octave qui n'est pas là avec nous, donc responsable sur la partie administrative et financière. Merci beaucoup. Donc on a choisi un titre qui est un peu provocateur. On l'a choisi volontairement pour cette table ronde puisque le titre c'est « Pourquoi l'IA ne fera jamais un bon manga ?» Déjà pour commencer, moi j'aimerais savoir si en tant qu'éditeur, vous qui êtes aux côtés des auteurs et autrices en permanence, et qui voyez l'IA monter, est-ce que déjà vous êtes d'accord avec le thème de cette conférence ou pas? C'est là où on doit sortir ou pas? Ça dépend de ta réponse. Non, oui. Moi personnellement, convictions sont que oui, ça ne fera jamais un bon manga. Oui, je partage l'avis de Cédric. De toute façon, c'est pas l'IA qui peut faire un bon manga. Elle a été nourrie par un travail fait par des auteurs, donc c'est pas elle qui fera le bon manga. Moi je suis d'accord, le truc c'est que le lien en tant que tel va se nourrir de ce qui existe déjà et faire une réplique un peu mollassonne, on va dire, mais ça sera toujours une redite moins qualitative que des œuvres créées par des artistes. Donc ça sera toujours du remâché, on va dire ça comme ça. Et ça se ressent vraiment. Ouais, pour ma part, c'est vrai que j'étais, on va dire, surpris par le sujet parce que c'est vrai que l'IA, on le voit un peu partout et notamment tout ce qui est génération d'images basées sur le style Ghibli, on l'a vu partout. Mais sur la base du manga, c'est vrai qu'on a assez peu de cas concrets. Et donc je trouve que c'est un sujet à l'heure actuelle assez précurseur, mais c'est quelque chose qui va ça va se développer de plus en plus et ça va prendre une part dans la création manga. Des sujets, on pourra en parler. Oui, c'est un sujet très intéressant. Mais je suis d'accord avec mes confrères, l'IA ne fera pas un bon manga. Là, c'est le moment où moi je respire un tout petit peu mieux pour le reste de la table ronde. Merci pour vos réponses. On avait bien répété.
Donc on parle d'un bon manga là, et en plus de ça, vous êtes face à des étudiants et étudiantes en majorité de l'ENMA. Ma question déjà, en 2 mots, de manière très très rapide, est-ce que vous pourriez me dire ce qui, selon vous, en tant qu'éditeur, est un bon manga? Est-ce que c'est plutôt du point de vue des ventes, ou est-ce que c'est plutôt du point de vue de ce qui va se transmettre, enfin d'un autre point de vue artistique? Toujours moi qui commence. On peut aussi faire dans n'importe quel ordre, hein. C'est vrai que je me tourne. Du coup, qu'est-ce qui fait la force d'un bon manga? Du coup, en fait, le truc, c'est qu'on est une industrie culturelle, donc il y a toujours cette question de création et cette question d'équilibre financier à trouver. Mais le supplément d'âme que les artistes peuvent créer et insuffler dans leurs œuvres, tout ce qu'ils vont digérer comme influence et retranscrire dans une œuvre unique, ça, je trouve que l'IA n'arrive pas à le faire, quoi. Puis on a des cas concrets, là, ça commence à arriver avec certaines œuvres de création IA, c'est toujours sans âme et sans saveur, quoi. Ça recrée quelque chose qui existe déjà, mais vraiment c'est même pas plus que la plus-value, c'est vraiment la retranscription de l'expérience de l'artiste. On ne le voit pas, quoi. Dans l'IA, vraiment, il y a un truc où un artiste va puiser dans ses références et réussir à transmuter ça en œuvre, on va dire ça comme ça. Et vraiment, dans le cas d'une IA, je ne sais pas si vous avez déjà pu lire des planches d'IA, il y a eu quelques exemples de mangas qui sont sortis. C'est vraiment assez fat, quoi. Ça se voit que c'est fait par une IA, quoi. Il y a vraiment... il y a un filtre jaune, ça tout le temps. Ça... Et en fait, oui, c'est toujours de la redite de choses qu'on a déjà vues, quoi. C'est de la paraphrase, on va dire. C'est vraiment de la paraphrase de planche. De la paraplanche. Qu'est-ce qui fait un bon manga? C'est difficile de répondre à cette question. Si on avait la réponse, il n'y aurait que des tubes, que des hits, on serait tous heureux et ce serait facile. C'est des essais, c'est des échecs, c'est des erreurs, c'est des try again. Et après, il y a un alignement des étoiles qui arrive à un moment et le titre va embarquer le public et va devenir une référence et va s'installer dans le temps. Mais ça, il n'y a pas de... Enfin, s'il y avait une recette magique, on l'appliquerait systématiquement. Et c'est là où l'IA croit qu'elle va pouvoir appliquer une recette, et c'est là où, non, il n'y a pas de recette. Elle va juste choisir, tiens, en ce moment c'est ça qui marche, donc je vais prendre ça. Enfin, on va l'utiliser pour faire ce genre de choses, mais donc on va ce que disait Clovis, on va se répéter et sans apporter rien de nouveau et sans originalité. Donc, ouais, je te rejoins. Moi, c'est surtout, côté directeur marketing, clairement, un bon manga est celui qui vend. Voilà, mais bon, passer ça pour bien vendre, il faut que, de toute façon, on en revient toujours à la même chose. L'histoire, la qualité de l'histoire, l'originalité, et surtout comment elle résonne auprès d'un public. Donc, on disait, il y a l'alignement des planètes, mais il se peut qu'un manga qui est sorti il y a 10 ans, en fait, qui ait fait un flop total pour X raisons, aurait connu un succès dithyrambique 10 ans plus tard. C'est rare, mais ça peut. Et par rapport à l'IA, on nuance un tout petit peu, c'est que ça peut avoir un succès. Et pas forcément que dans le manga, mais également dans l'animation, dans la bande dessinée si on ouvre un petit peu. Mais ça va juste être un peu l'effet de surprise. Et quand on va dire ça va rencontrer un succès, ça va pas être un succès quali, mais ça va être plutôt un succès qui va se construire parce qu'on va dire waouh, je savais pas qu'il pouvait faire ça. Mais si on le compare avec une œuvre à côté, on sera toujours un peu en dessous. C'est plutôt un succès parce qu'on va se dire tiens, on n'imaginait pas qu'on pouvait aller jusque là. Bon, et puis avec un peu de recul, au final, on se dit ok, c'est sympa, mais sans plus. Ce qui fait que ça peut marcher le premier coup, mais jamais le deuxième, le troisième, le quatrième. En tout cas, j'espère que c'est. Mais en tout cas, j'ai plutôt la conviction que si ça peut marcher, ça sera vraiment juste par l'effet de surprise. Ouais. Merci. Je peux ça. Non, je suis assez d'accord. Il faut un bon manga, c'est une transmission, c'est un humain qui va exprimer ses émotions, raconter une histoire, raconter des valeurs. Et en fait, de lire un manga par IA, on ne sent pas l'âme. Donc, c'est vraiment cette connexion à un auteur qui fait qu'un manga est bon et qui va pouvoir se vendre aussi par la suite. Je peux juste faire un petit point, un truc que tu disais qui est intéressant dans le côté animé et IA. C'est vrai qu'en fait, le plus grand succès en animé de cette année, là, c'est de Amazing Digital Circus,
qui là sort au cinéma et tout. Et en fait, c'est marrant parce que c'est le contre-pied, quoi. Gratuit sur YouTube, et en fait, ça transpire le travail humain. Enfin, justement, dans le... Donc en fait, j'ai l'impression qu'aussi, il faut voir, mais un petit peu comme à la manière on va dire de Deezer et du streaming, en fait, il y a un retour en grâce aussi des œuvres beaucoup plus intimes, on va dire, et des œuvres qui vont aller chercher un autre public, qui vont proposer des trucs beaucoup plus riches, on va dire ça comme ça. Alors après, là, c'est un cas isolé, mais c'est vrai que Digital Circus, j'ai découvert ça il y a peu, et j'ai dit, mais c'est incroyable, quoi. Et en fait, du coup, maintenant, on sait qu'en plus, il y a des gros studios qui veulent bosser par IA. Et je pense qu'une œuvre comme ça, justement, se démarque encore plus par rapport à ça, quoi. Après, c'est un cas isolé, c'est pas une... Ouais, mais... Ouais, non, mais t'as... Enfin... Ouais. Je sais pas, 500 millions de vues par épisode, c'est un truc monstrueux. Mais alors, je sors des questions qu'on avait. Il y a des labels faits par des humains qui sont en train de se développer, notamment on le voit sur Amazon par exemple, puisqu'à l'heure actuelle il y a 50% des livres que vous pouvez acheter sur Amazon qui sont produits par de l'IA. Et du coup, il y a des labels qui sont en train de se mettre en place pour dire justement que c'est pas créé par un IA, c'est créé par des humains. Est-ce que c'est des choses, parce qu'on parlait tout à l'heure en off du fait que vous, quand c'est fait par de l'IA, c'est non. Est-ce que c'est des labels auxquels vous pensez en fait adhérer un jour, ou vous dites que ça pourrait être une bonne idée de faire des choses comme ça? Bah, je pense que comme tu disais, en fait, dans un monde où le flou est de plus en plus présent, en fait, où est la limite, avoir un label ou un gage de qualité, ça peut permettre du coup de se démarquer. Et je peux donner un exemple qu'on a eu, là on est en train de signer un manga à Taïwan. Et du coup, l'artiste nous envoie un message, il dit il y a 3 planches, les décors c'est l'IA, ça va? Bah non, mais c'est bien qu'on soit au courant en amont, parce que là, du coup, on lui a dit, on le sort, mais tu refais tout à la main, quoi. Et du coup, c'est cette question-là, et même nous, en fait, autant au niveau du public que nous, en tant qu'éditeurs, c'est-à-dire que là, je pense qu'en termes de code culturel, on travaille avec des pays du monde entier, donc on n'a pas tous les mêmes positions sur l'IA, mais là, le fait qu'on ait cet aparté-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et le fait de pouvoir communiquer même par rapport aux artistes par rapport à ça, ça peut être une plus-value, parce que, bon, voilà, en France, en tout cas, on est très réticents là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a d'autres pays où c'est un peu plus souple. Et au moins, il a eu l'honnêteté, la transparence de vous le dire et de vous avertir. Et on est heureux de ça. C'est pour ça qu'on est très content de travailler avec lui, mais il nous a fait peur quand même. Dans le cas inverse, pour Manga Icho, il y avait un projet qui est arrivé, et à un moment, on s'est dit, tiens, c'est un peu bizarre, les personnages, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et en creusant, en interrogeant l'auteur, effectivement, l'auteur a reconnu qu'il avait utilisé l'IA. Donc on a dit, bah non, désolé, on ne publiera pas ton histoire parce que ça ne va pas. Et Johan Vormier, par exemple, mis sur silence, nous a demandé qu'on rajoute dans le copyright que son œuvre a été faite sans l'aide d'IA. Et au niveau de l'édition Kana, on va aussi rajouter dans le copyright une mention d'opt-out pour dire qu'on ne peut pas, les titres qu'on utilise ne peuvent pas, les titres qu'on publie ne peuvent pas être utilisés pour nourrir de l'IA. Histoire d'essayer de protéger un peu aussi les auteurs, parce que c'est ça, ces IA sont nourris sur le dos des auteurs pour resservir des choses qui derrière vont enlever du boulot aux auteurs. Donc il faut arrêter de marcher sur la tête. Par contre, il y a un point, c'est que là, pour l'instant, on ne parle que d'une IA, c'est ce qu'on appelle l'IA générative, qui est la plus connue, la plus sexy. Il y a un autre type d'IA où là, par contre, moi, je suis un peu moins, comment dire, strict, enfin pas strict, mais qui est en fait, parce que là, tu vois, c'est parce que ça, c'est aussi un débat, ce que disait Timothée parce que sur nos livres, on met cette œuvre n'a pas été, enfin, et en vérité, n'importe quel graphiste aujourd'hui, juste quand vous faites votre maquette, etc., s'il utilise Photoshop, InDesign, etc., c'est mort. Il y a de l'IA. Et même si c'est moi qui détourne, l'outil de détourage avec la petite aide, etc., il y a de l'IA. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'IA générative, on est tous alignés. Beaucoup de garde-fous aussi, on en reparlait encore, qui commencent à avoir le jour, et ça, c'est sûr et certain. Par contre, se pose, alors, moins dans le manga, mais plus dans des autres industries, comme notamment l'animation, où l'IA est présente, elle sera présente, elle va continuer à être présente pour certaines tâches. Et la question, par contre, et c'est une question hyper vaste, hyper intéressante, c'est comment elle peut faire gagner du temps, comment elle peut faire tout sans prendre le boulot des artistes. Et typiquement, enfin, c'est pour juste une idée,
vous travaillez avec un motion designer qui va vous faire une bande-annonce ou qui même va vous réaliser une petite vidéo promotionnelle, etc. Bon, clairement, ou même autre chose, clairement avant, quand on avait une équipe un peu conséquente, détourer les personnages, bon, on filait aux stagiaires. Pourquoi on filait aux stagiaires? Parce que, un, ils se faisaient la main dessus, ça permettait de s'entraîner, etc. Mais concrètement, sauf s'il y en a un dans la salle qui lève la main pour dire moi je kiffe détourer des personnages, pour l'avoir fait moi aussi en études, c'est chiant, c'est long, et bon, en termes de technique, sincèrement, donc l'IA, demain, ça, sur certains postes, ça peut, et ça va, remplacer ces tâches rébarbatives, et utiliser comme ça pour le bien du créateur, c'est là où c'est beaucoup plus vaste, et où c'est là où c'est encore à explorer, pour ensuite commencer à mettre des jalons de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire. C'est marrant, parce que c'est une question aussi, pour moi, que je me suis posée sur... en création de manga, on sait qu'en Europe, à date, on n'a pas le rythme de production des Japonais, et que c'est un frein pour faire émerger les séries, les œuvres en création face à cette production japonaise. Et parce qu'on n'a pas de magazine, on n'a pas d'assistant. Et est-ce que du coup, tiens, l'IA pourrait pallier à ça et imaginons un monde idéal, l'auteur nourrit l'IA avec son propre travail et uniquement son propre travail dans un circuit fermé et il s'en sert derrière pour gagner du temps et aller plus vite. A priori, vision à court terme, ouais, c'est intéressant. Mais sauf que derrière, alors, il faut évidemment trouver le moyen, mais on ne forme pas d'assistant. Et l'assistant, en travaillant avec un auteur, apprend et va être un auteur qui, derrière, va nous amener de nouvelles choses. Et donc, on va se couper, encore une fois, d'une nouvelle génération d'auteurs et on va avoir un truc qui tournera en rond. Ah ouais. Donc, voilà où j'en suis, moi, dans ma réflexion à date par rapport à ça. Et c'est en termes d'outils et de gain de temps, pour un auteur, oui, une vision court-termiste peut-être, mais... C'est-à-dire, oui, si tu prends, et c'est marrant, moi je fais un parallèle aussi avec ça, c'est que, oui, effectivement, court-termiste, ok, sur le long terme, non, parce que la manière dont les éditeurs dont la production est faite aujourd'hui, c'est incompatible, et tu le dis très bien, en fait, tu t'assèches une nouvelle génération. Et pour d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec le domaine artistique, c'est pareil. En fait, je compte plus les dizaines, centaines de boîtes qui ont dépensé déjà des millions en quelques années pour dire non mais pour dire bon, en fait c'est un échec. C'est un échec, on a essayé, ça marche pas, et puis sauf que le problème étant, et c'est le fondateur de Mistral, qui le dit très bien, l'IA n'était pas un échec, c'est la manière dont était structuré le process des sociétés qui faisait que par rapport à l'idée qu'ils avaient, c'était c'est bon, je plug l'IA, oui, il y a un peu de données à traiter, mais on va y arriver. En fait, non. Les sociétés qui arrivent à intégrer l'IA de manière très intelligente, avec un gain de temps sans suppression d'emploi, c'est ceux qui ont totalement changé leur process interne, la manière dont ils ont conçu leur business model. Il y en a très très peu en Europe. Mais en tout cas, les premières sociétés qui arrivent à très bien utiliser l'IA de manière très intelligente, on les voit arriver sur le terrain. La question est, est-ce que dans le domaine artistique, il faudra pivoter? Moi, je suis pas sûr qu'il faille en tout cas. Après, il y a d'autres problèmes comme la surproduction, le bien-être aussi des auteurs. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Mais effectivement, la question est, est-ce qu'il faut changer ou pas? Et si on change, est-ce qu'en fait, on intègre l'IA ou pas? Et comment? Mais ça, c'est à vous de tester les vastes sujets. Mais, je vous remercie parce que ça me fait une transition très très chouette, puisque entre vous, Clovis et Arthur, chez Ryan, qui dites pas d'IA du tout, et là où effectivement on songe à l'utiliser comme outil, ma question c'est, l'IA est déjà un outil qui est super efficace pour gagner du temps chez les artistes. Selon vous, où est la limite en fait entre ce moment où on s'en sert pour gagner du temps et ce moment où on glisse vers une IA qui est beaucoup trop présente et qui prend beaucoup trop le pas sur l'auteur ou l'autrice en œuvre? Bonne question. Je vais répéter ma question. Où est la limite entre... Juste pour lancer,
très en surface et simple à partir du moment où tu as la notion de création du côté génératif. Enfin, faut même pas se poser la question, c'est bon. C'est bon quoi qu'il arrive. Donc ça te permet de poser un peu, on va dire, une barrière un peu simple sur deux mondes. Après, j'ai laissé mes camarades creuser un peu plus loin sur, en tout cas, voilà, la première barrière simple, IA génératif. Mais... Ce que tu veux dire, c'est vrai que c'est à partir du moment où l'IA intervient par exemple dans le scénario et crée le scénario à la place de l'auteur ou de l'autrice, là déjà on est sur un nom catégorique. Ah, moi-même, juste en tant que lecteur, moralement parlant, il y a une énorme différence entre me dire bonjour, Mimi, j'ai une idée de scénario, est-ce que tu peux me générer 3 fins alternatives. Donc là, on est dans la pure génération. Ou est-ce que voici tout mon plan, j'ai ça, j'ai tel site. Enfin, tu vas vraiment faire un prompt assez précis et de dire j'ai quelques doutes là-dessus et sur ce point très précis. Et encore même là-dedans, la question morale se pose parce qu'en fait, si tu vois, on est déjà, c'est pour ça que je te disais, bon, de manière très vague, générative, c'est non, mais même là-dedans, tu vois, dans ce que je commence à dire sur un point très précis, bah, tu es déjà dans de l'amélioration de quelque chose. Donc dans le scénario, c'est. Moi, je suis déjà dans un autre catégorie. Okay. Et après, donc, ça. Les gens ne touchent pas au scénario. Ouais. Ok. Mais ça pose une limite qui, du coup. Est-ce que déjà tout le monde est d'accord avec cette limite, Timothée? Est-ce que pour toi, le scénario ne touche pas? J'ai envie de dire oui, le scénario on n'y touche pas, mais je peux pas être derrière chaque scénariste. Si un scénariste a envie de se dire tiens, j'ai besoin, comme tu le dis, tiens, de tester une hypothèse, de faire ne serait-ce qu'un ping-pong avec une IA, bah, je ne peux pas l'en empêcher. Après, est-ce qu'il aura l'honnêteté intellectuelle de me le dire ou pas, j'en sais rien. Donc c'est là où effectivement il faut que chacun soit regardé dans le miroir. Je suis auteur. Auteur complet. On a compris que c'est non de A à Z. Après, moi, je pourrais dire, tout le principe de chatbox, on va dire, vraiment le fait d'échanger sur des idées, oui, mais après, de là à travailler son œuvre, de bouger des bouts, mais dire qu'est-ce que tu penses de scénario, juste d'avoir un échange avec une machine, et après de peut-être questionner des choses, d'en parler avec des artistes. Mais du moment que ça reste une chatbox, quitte à parler sur un forum ou ça, je vois pas vraiment la différence. Mais tant que ça reste un questionnement sous forme de questions écrites, et que ça vient pas retravailler le texte de manière globale, c'est pas on met son scénario, fais-moi un meilleur scénario. Mais si c'est pensé comme un chatbox, oui, entre un forum et ça, en fait, juste au lieu de parler, je sais pas sur quel forum on fait ça, mais là je vois la limite. Enfin, vraiment, penser l'IA comme forme de chatbox, c'est vraiment juste des questions-réponses pour affiner. Il y a 10 ans, tu faisais ça, quand ça existait encore. Il y a 15 ans plutôt. Ouais. Forum, c'est quoi? C'est 15 ans, 20 ans? Bon, bah, il y a 20 ans, ouais, 20 plutôt, je pense. 20 ans, on est vieux. Alors, du coup, pas vous, mais nous, on faisait ça, oui. On allait sur les forums, on balançait nos scénarios, on attendait d'avoir des retours. Moi, ça me choque pas par rapport à ça, mais voilà, tant que la limite est claire, mais voilà, un artiste qui va mettre son scénar là-dedans, compliqué, mais juste dire qu'est-ce que t'en penses, sous forme de questions-réponses. Voilà, a priori, quand on est déjà au stade du scénario, les questions que tu poses, tu les as avec ton éditeur, en fait. C'est vrai. L'éditeur, accessoirement, sert aussi à ça. Juste à dire, allez, on en imprime 50 000. Non. Mais quand t'es pas encore édité. Enfin, quand t'as un artiste que t'es pas encore édité. Quand t'es sur ton dossier. Oui, mais quand t'es sur un dossier, t'as pas fait ton scénario. Pour moi, t'en es pas encore là. Donc, c'est parce que tu vas sur une base d'idées, alors t'as éventuellement un déroulé, mais donc après, ok, on a signé le projet, on est d'accord, maintenant tu fais ton scénario, avec découpé, dialogué, et puis on va faire des retours sur les dialogues. Non, mais là, il parle comme une vache espagnole, ça va pas du tout. Là, c'est quoi ce ton? Enfin, ça sert l'éditeur. Je ne veux pas être remplacé par lui. On le sent. Et du coup, parce que en termes d'IA, nous, c'est quelque chose aussi qu'on commence à intégrer dans le cursus en termes d'outils. Alors, je suis désolée, puisque visiblement... mais disons qu'on est aussi sur un gain de temps où, pour des recherches, par exemple, pour se faire des prompts avec des premiers aperçus pour un décor, quelque chose comme ça, se faire déjà un premier... au lieu d'aller chercher des références sur Internet, se faire ses propres références, ou même sur des outils 3D qu'on peut ensuite intégrer dans les cases, etc., pour retravailler. On commence à l'utiliser. Du coup, est-ce que, tu disais le décor fait en IA, non, mais est-ce que générer des choses en 3D qu'on va utiliser ensuite dans ces cases,
Déjà, si ça sert de base de travail, moi j'ai vu Emile Sano faire il a une ville 3D qu'il a commandée à je sais plus quel studio de Sony, je crois, et il a tout son plan 3D et il nous l'avait fait en lui-même. Il avait bougé la caméra, en fait il avait redessiné sur le modèle 3D. Donc après que ça serve de base de travail, mais que ce soit refait, on va dire, par un travail humain. Ouais, c'est comme les placeholders dans le jeu vidéo où ils font des éléments en IA, ils les placent, mais après ils les remodifient, ils en font un élément, un élément fini, quoi. On va dire que si ça sert d'esquisse, bon, pourquoi pas, mais après, si derrière c'est un travail à la main. Et puis, quand même, le différent, c'est que là, ça nous demande un studio de faire. Voilà. Il ne demande pas à l'IA de générer la ville en 3D. Non, il fait appel à des gens. Mais je veux dire, il retravaille ça, même ça, il fait pas le plan en 3D et qui retexture, c'est vraiment, il se sert de ça, il redessine tout à la main, après il enlève le modèle 3D. Mais oui, clairement, déjà, ça va, là, il est dans une logique d'avoir un travail humain et d'avoir un accompagnement là-dessus. Et alors, ce que tu dis, Claire, il y a en fait, malheureusement, on va devoir y arriver, mais c'est par la force des choses et c'est pas nous. C'est plutôt votre génération vers la génération qui est en dessous. La réalité, c'est que aujourd'hui, je crois que c'est un tiers ou 50% de la Gen Z qui préfère utiliser l'IA versus un moteur de recherche classique. Bon, après, l'un ne peut pas marcher sans l'autre, puisque l'IA vient pomper tout le contenu dans Google pour pouvoir... Mais du coup, ça veut dire que dans 10 ans, on sera à peut-être 70%, voire plus. En fait, c'est compliqué, parce que là, on est quand même dans un modèle où nous, à partir du moment où Google est arrivé, alors que toutes les personnes autour de la table ont connu un monde sans Internet, t'as raison, il y a Google qui arrive, et puis on se dit, voilà, c'est la norme et ça sera la norme. Et puis il n'y a jamais eu de remise en cause de l'ordre établi. Parce qu'on se dit qu'on ne peut pas vivre sans Internet aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on se dit. Et puis boum, ça arrive. Et puis boum, on commence à voir dans une news, on dit, ah bah tiens, mon neveu, en fait, il utilise pour... je sais pas, quelle est la recette de la soupe, il va pas rechercher ça, mais quel est le manga tendance aujourd'hui? En fait, il va pas le taper sur Google, il va le taper sur ChatGPT. Et du jour au lendemain, vous prenez une baffe, et puis les grands Gemini arrive parce que Google ne veut pas se faire prendre. Donc en fait, ça pose la question. Demain, en fait, on serait quand même. Demain, à l'heure actuelle, la France et l'Europe vont pas changer de moniteur de recherche pour des questions de RGPD, mais aux États-Unis et dans d'autres pays, il y a Google, la barre de recherche de Google est en train de disparaître. On est déjà sur du prompt en fait. Ouais. Ça répondu à ta question. Voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait ça ma question, mais. Et du coup, là, depuis tout à l'heure, on parle d'IA, on parle du côté impersonnel en fait de l'IA qui en fait se nourrit d'elle-même et se nourrit des dossiers et aura du mal à faire quelque chose d'original, si je me permets de résumer ce que vous avez dit jusqu'ici. On parlait des portfolios, etc., des dossiers. Est-ce que l'arrivée de l'IA, ça a changé quelque chose dans la manière dont vous regardez les portfolios? Est-ce que on parlait des planches du coup pour Manga Show. Est-ce que c'est une vigilance supplémentaire que vous avez quand vous regardez les dossiers arriver? Non plus. Non, oui. C'est surtout dans le sens où je pense que c'est un contrat de confiance aussi entre l'éditeur et le public, et le fait qu'il y ait de l'IA, ça peut être considéré comme un tour de passe-passe et un peu au détriment du public. Donc je pense qu'il y a aussi ce contrat de confiance, on va dire ça comme ça. Je pense que nous on doit être vigilant à ça, parce que sinon on se fait berner, on est censé être éditeur, avoir ce regard professionnel, donc si on n'avait pas vu, bon, c'est quand même un peu limite, je trouve. Que j'ai déjà vu même des confrères se faire avoir comme ça et l'expliquer un peu comme ça sur les réseaux. C'était plus, pas sur du manga, c'était plus sur de l'essai, sur des couvertures, on n'avait pas vu. Et en fait, je trouve que c'est léger en termes d'argument, quoi, de dire... Parce que l'IA, en fait, l'IA, ça se voit quand même encore, je trouve. On arrive à voir des œuvres qui singent bien et je trouve que l'IA, ça se voit, il y a un truc dans la manière de le faire, dans certaines planches, il y a des trucs qui sont un peu bizarres, un peu décalés, je trouve. Non, mais après, est-ce qu'on saura toujours le déceler, le voir, si ce n'est plus qu'un élément dans une planche? Enfin, c'est l'histoire, voilà, c'est un élément de décor qui a été fait par IA parce que je voulais gagner du temps. Merci de me l'avoir dit. Donc, on n'est pas infaillible. On n'est pas des machines nous-mêmes, donc c'est vrai qu'on ne peut pas avoir ça. Mais en tout cas, c'est ça, cette question de confiance, et je le vois, moi, par exemple, un truc très bête, ça questionne aussi beaucoup le monde du jeu vidéo en ce moment. Steam a fait toute une politique pour ne pas avoir d'IA dans les jeux. Et en fait, on le voit, c'est un peu, par exemple, il y avait une affaire un peu obscure où il y a eu des placeholders en 3D.
en 3D en IA et ça a été un scandale. En fait, c'est puis oui, mais bon, c'est dans les modèles de travail, on fait ça en amont pour gagner du temps. Et en fait, le backlash qu'ils ont dans la tête était violent. Donc je pense qu'il y a un truc de confiance vraiment sur ce questionnement par rapport au public, de transparence et d'honnêteté. Je le sens comme ça. Déjà, dans ce que tu dis, Clovis, il y a aussi l'aspect, le public, en fait, visiblement, enfin, dans ce que tu ressens, le public n'a pas du tout envie d'avoir des choses qui sont faites par l'IA. La qualité de l'humain est encore super importante. Après, on peut poser la question à ça, je ne sais pas si... Alors, je pense que... Il y a un Je pense qu'ils sont acquis à la cause. Moi, je sais pas, je suis assez pessimiste quand même sur ce côté-là. Parce que l'expérience nous montre, et pas forcément sur le manga, mais sur la culture, que ce qu'on croyait que les gens. En fait, on se rend compte que bon, déjà, malheureusement, quand on baisse un peu, quand on est vraiment sur du divertissement de masse, les gens s'en foutent à partir du moment où c'est ce qu'ils ont. Enfin, pas ce qu'ils ont demandé, mais si ça les touche, en fait, ils s'en foutent. Bon, dans la grosse masse, moi je pense qu'il y a le contrat de confiance. Bon, là, on va plutôt parler sur des élites ou des gros joueurs. On prend Clair Obscur, ouais, t'as raison, le prix a été retiré. Bon, la réalité, c'est que Clair Obscur, on en a parlé parce que Cocorico, c'est les Français, c'est super, c'est un petit genre. Bon, c'est quand même un jeu qui n'a pas touché le grand public. C'est-à-dire qu'en fait, un jeu qui. Enfin, c'est pas un jeu que j'ai une chance de retrouver chez une personne sur 5. Donc, quand on parle de Clair Obscur, on parle déjà à une communauté de gamers qui jouent régulièrement à plein de jeux vidéo. C'est pas le geek, c'est pas la caricature du geek, hein, mais c'est... Du coup, je me demande si demain, sur un jeu comme, allez, un peu plus loin, Call of Duty... Non mais oui, Mario Kart, en fait, je pense clairement qu'un Mario Kart, ça va faire « Ah ouais !» Et puis en fait, on va se faire une partie avec mes potes, et puis c'est tout, quoi, parce que on a joué à ça depuis 20 ans, et ça nous fait kiffer. Tu as raison, parce qu'il y a eu cette affaire sur Call of, où du coup c'était une saison où tous les visuels c'était de l'IA. Oui. Et moche, et les gens ils disent c'est ok. Donc tu as raison là-dessus, c'est vrai que. Bon, je te le conseille. Là, ouais. Non, après, est-ce que l'IA est capable d'émouvoir, de faire rire les gens? C'est un peu ça. Si tu ne l'as pas, bah, ça ne marchera pas. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression qu'au niveau de l'humour, c'est déjà compliqué à traduire, alors à compter et tout ça, on n'y est pas. Exactement. Ouais. Mais effectivement, du coup, je pense que ça marche bien pour des choses où Mario Kart, au niveau émotion et humour, on pas non plus au max. C'est ça. Oui, puis voilà, puis en plus là on parle du jeu, on parle d'un secteur, jeu vidéo, avec il y a vraiment des automatisations plus récurrentes que ça l'illustrer en expliquant BD, manga, graphique. Et vous parliez tout à l'heure du fait que pour vous ça a l'air d'être quelque chose qui est important en fait que les auteurs communiquent sur leur utilisation ou non de l'IA. Est-ce que c'est des choses que vous pensez commencer à rajouter dans les contrats? Ou pour l'instant c'est des questions qui n'ont pas encore été soulevées? J'avoue que je ne sais plus, mais oui, la question se pose sur les contrats si on doit rajouter ou pas la mention. C'est une question qui est en train de se soulever. Ouais, pareil. Oui, je sais que c'est aussi côté juridique, mais c'est... Après, c'est effectivement toujours la formulation et les questions complexes que ça amène. Il utilise Photoshop, il y a l'IA en Photoshop, voilà. L'IA générative, on va dire. Parce que c'est vrai que quand on parle d'IA, en règle générale, comme tu disais, on pense IA générative. Non, mais oui, dans les contrats. Après, bon, en vrai, un contrat, enfin, nous, le contrat en tant que maison d'édition, en tout cas, une maison d'édition BD, bien évidemment, c'est pour nous backuper, mais généralement, on le fait aussi dans l'intérêt de l'auteur. Donc, bon, même si on met une clause qui, oui, on peut. En fait, on peut créer une rupture du contrat si jamais il n'y a pas ça. Bon, en réalité, si un auteur utilise, il nous le dit après. Globalement, sauf s'il a fait toute la BD en IA, et là, on dit, écoute, c'est gentil, mais non. Clairement, on ne va jamais faire une rupture de contrat ou quoi que ce soit. C'est plus la mention qui est rajoutée dans le copyright et pas dans le contrat, mais voilà. On ne veut pas que les œuvres qu'on publie servent à nourrir. Donc il y a une façon de protéger aussi les auteurs.
Mais bon, après, encore une fois, on ne peut pas être derrière tout. On n'est déjà pas derrière les pirates. Donc, bon, voilà. Ça marche. Ok. Bah, écoute, ça marche. Par rapport donc du coup à cette montée de l'IA, est-ce que donc là on va se centrer un peu plus sur le fait que on est à l'ENA et qu'on est face à une grande majorité d'étudiants et d'étudiantes ou d'anciens étudiants et étudiantes. Est-ce que pour vous il y a des compétences qui deviennent encore plus importantes ou des points particuliers à maîtriser davantage avec l'IA qui se profile ou avec l'arrivée de l'IA qui monte, ou ça ne change pas grand-chose selon vous sur les choses maîtrisées par les auteurs et autrices? De mon point de vue, ce que je disais tout à l'heure, on cherche une authenticité et comprendre le processus créatif d'un auteur. Donc je pense qu'une des compétences à développer en tant qu'artiste, c'est la communication. De pouvoir développer sur son univers, les inspirations. La plupart des questions qu'on vous a posées, quelles sont vos inspirations? Oui, parce que l'avantage, par exemple pour nous, d'avoir un artiste toulousain, c'est qu'on puisse le rencontrer directement. C'est ce lien humain qui fait qu'un artiste en fait développe son œuvre et voilà, il y a peut-être un rapport déjà impersonnel avec un mangaka qui est d'un autre pays, parce qu'on ne peut pas le rencontrer, on ne peut pas échanger avec lui. Mais voilà. Toute la partie communication, parler de ses inspirations, de son œuvre, je pense c'est la chose qui fera la différence en tant que mangaka maintenant. On peut aller dans le prolongement. Vous êtes des artistes, vous n'êtes pas des communicants. Et pourtant, en 2026, si vous n'êtes pas des communicants, c'est chiant. Pas pour nous, mais pour potentiel, parce que nous, on a l'habitude de bosser avec vous. En fait, on vous connaît, on fait attention à vos sensibilités, etc. Mais je vous donne un exemple qui est plutôt dans la BD, mais qui commence à arriver aussi en manga, c'est surtout quand on a des créateurs. On regarde aussi la communauté. Donc, la communauté sur Instagram, sur TikTok, sur Achin. Alors, je sais, je suis le premier à dire, ça, on a le droit de dire des gros mots, c'est chiant. Voilà, c'est chiant, ça prend du temps. L'IA peut-être peut vous aider là-dessus. Pas pour faire à votre place, mais pour dire, bon, j'ai un compte Instagram, je dois parler à des gens, je dois monter une petite communauté pour lancer, pour donner des idées de qu'est-ce que vous pouvez poster sur votre travail. Ça ne fait pas votre travail à votre place, puisque c'est vous, c'est vos créations, etc. Mais vous structurez, vous donnez des idées de comment je peux, qu'est-ce que je peux poster, qu'est-ce qui potentiellement peut intéresser des gens pour me suivre, et vous constituez une communauté. Ça peut être, je pense, une bonne béquille et ça peut être intéressant. Surtout que voilà, ça bouffe du temps. Ouais, vas-y. Non, mais je réagis parce que je sais pas si ça peut être une bonne chose parce que l'IA, effectivement, va comprendre l'algorithme et donc va conduire les auteurs à nourrir cet algorithme et va les enfermer dans cette espèce d'uniformité qui répond à l'algorithme et qu'on nous resserre tout le temps la même chose parce qu'on a aimé et donc on te resserre que ce que tu aimes. Et c'est là où j'ai peur, moi, que ça enferme les auteurs et que ça enferme les lecteurs, le public, en termes de diversité et de curiosité. On va, on n'est que dans l'algorithme qui nous resserre tout le temps la même chose. Alors là-dessus, t'inquiète pas, l'algorithme change tout le temps. C'est justement le problème de mon métier, c'est que tous les ans, on prend ce qu'on a fait, puis on jette. Et puis on recommence. Donc là, c'est même pas c'est même pas suivre un algorithme pour bien poster, c'est plutôt de se dire comment, moi qui suis un artiste et qui suis pas forcément un communicant à la base, c'est pas mon métier, c'est plutôt me donner les premières clés de quelles premières idées avec mon travail je peux montrer. Plus que, effectivement, je te l'accorde, une fois que vous avez lancé, après, vous démerdez comme des grands. À un moment donné, la machine ne fait pas le truc à votre place, mais vous donnez des premières idées. Est-ce que je montre? Est-ce que les gens, en fait, ont quelque chose à faire d'un crayonné ou pas? Et voilà. En fait,
je vous dis ça, c'est important parce que plus, là en ce moment on est quand même dans une période où toute industrie culturelle c'est compliqué, on est en crise, en crise, quand je dis en crise c'est pas la BD, le manga, c'est de manière générale, en plus il y a la guerre, etc. Donc certains éditeurs et certains pôles vont se dire quand un éditeur va arriver, parce que l'éditeur il va être convaincu par votre projet, s'il le pousse à la direction générale, c'est qu'il a quelque chose, mais pour lui, dire attendez, cette personne-là, elle a quand même 20 000 personnes qui la suivent, ça fait toujours un petit plus. Et même pour les équipes promo, etc., moi qui suis au cœur de ça, c'est la première question que je pose, c'est ok, est-ce que l'auteur a une communauté, est-ce qu'il est ok pour cross-poster avec nous, faire un peu la promotion, qu'est-ce qu'il y en a? S'il n'a pas une communauté, c'est pas grave, hein. Je vais pas l'en vouloir, je vais pas mettre moins d'argent pour promouvoir sa bande dessinée, mais en tout cas, je sais que mes équipes vont pouvoir travailler avec lui et me dire, ok, dans les premières semaines de vente qui sont essentielles, je sais qu'au moins la communauté de l'auteur, je vais tabler sur une transformation de l'ordre de 10% de sa communauté. Vous faites rapidement le calcul, bon alors 10% je suis hyper optimiste, je vais tabler sur une transformation d'environ 2 à 3% de sa communauté. Je laisse faire le calcul, vous avez 30 000 personnes qui vous suivent, 2 à 3%, et c'est là que je m'arrête, mes capacités en maths s'arrêtent. Voilà, mais c'est toujours ça de prix. Et je me dis, ok, moi j'ai sécurisé mes 2 premières semaines de vente. C'est le marketeur qui parle, pas l'éditeur. Je veux bien faire un distinguo. Je pense que ça reste quand même quelque chose d'important. Alors moi, j'en profite, je monte au créneau parce que, merci de dire ça, parce que c'est quelque chose que je dis chaque année, mais je pense que ça reste quelque chose d'important parce qu'effectivement, c'est compter quand même, puis même si au début tu comptes que sur 1 à 2%, s'il y a des tomes qui sortent, si les gens continuent à suivre, etc., tu as quand même toute une force. Puis c'est les premières personnes en fait qui vous aiment, techniquement, les gens qui vous suivent sur les réseaux. Donc je pense que c'est une force quand même pour porter le projet, et même si vous ne les achetez pas, peut-être en parler et des choses comme ça. Qui est super importante de passer. Et juste, il faut aller là où les gens sont, et en fait les réseaux sociaux c'est là qu'il y a le gros de la communauté, donc en fait ça serait de se couper d'un gros public qui peuvent être intéressés, qui peuvent être lecteurs, et qui peuvent même devenir ambassadeurs en disant j'ai des points intéressants. Et je suis d'accord avec toi dans le sens où chaque réseau social a un peu sa manière de faire, et déjà comprendre comment ça marche Instagram, comment ça fonctionne TikTok, comment ça marche Snapchat, ça peut prendre un certain temps, et c'est vrai qu'avoir un peu une note toute faite en disant voilà c'est à peu près comme ça que ça marche, de délimiter juste un peu le cadre. C'est comme voilà, une note de conseiller qui dit bon ça marche comme ça, appropriez-vous le truc, mais au moins ça permet d'avoir les règles du jeu. On joue un jeu, on sait quelles sont les règles. Et de toute façon, et Timothée a raison aussi sur non, sauf que les règles changent tous les ans. Donc, oui, c'est ça. Là, oui, ça. Et ce que Timothée aussi a dans le fond a raison, en fait sur les réseaux, même s'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse communauté, mais on en parlait, enfin, je répète tout le temps. Quand même, un truc qui est sûr, c'est ce que les gens recherchent quand ils s'abonnent à des artistes comme vous, c'est la sincérité. Alors, et puis bon, si toutefois de dessin moche, il va pas y aller. Mais voilà, c'est quand même, s'il aime votre travail, derrière, ce qu'il va aller chercher, ce qui va le pousser à continuer, c'est votre démarche qui est sincère. Donc là, la sincérité, c'est pas l'algorithme qui va vous aider dans un second temps, troisième temps, etc. En tout cas, je trouve que c'est un bon coup de pouce si vous n'êtes pas affinitaire avec ça. Et c'est là où on est un peu coincé, parce qu'on pourrait se dire, donc c'est pas aux artistes de faire leur com, c'est à la maison d'édition. Mais sauf que les gens veulent de la sincérité, et si c'est la maison d'édition qui communique à la place de l'auteur, la sincérité elle passe moins, et donc on est un peu dans le... C'est ça, on se déballage depuis 4 ans. Le meilleur exemple, c'est que je peux vous donner, si vous n'aimez pas le foot, tant pis. Regardez le compte Instagram de Ronaldo, regardez le compte Instagram de Nike. Voilà, il n'y a pas photo. C'est en termes d'engagement, en termes de followers, en termes de machin. Nike est une multinationale connue depuis 50 ans. Cristiano Ronaldo est un joueur qui joue en Arabie Saoudite, donc que personne ne regarde aujourd'hui, mais qui est 10-15 fois plus puissant que la plus puissante des marques de sport. Ça vous donne juste une idée. Donc c'est normal qu'un artiste soit meilleur qu'une maison d'édition. Un bon exemple de ça, c'est Louis, par exemple, à Toulouse, qui a réussi à carrément devenir ambassadeur manga. Et en fait, j'ai l'impression que Red Flower Story, dans la manière dont c'est vendu, c'est plus un produit de Louis l'influenceur. Alors, le manga est très bon, mais en fait, c'est lui qui parle en tant qu'influenceur de sa marque, et que ce soit édité chez Glénat, c'est même pas forcément mis en avant auprès d'un public, quoi. C'est plus, regardez, c'est le manga de Louis. Je parle auprès de sa communauté sur les réseaux. Et en fait, nous, on l'a vu en salon, et le monde qui ramène, c'est monstrueux. Il y a des salons, il y a, enfin, pas personne, mais c'est des petits salons. Il y a une fille battante, il y avait 45 personnes. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Renault avait fait la même chose avant, de toute façon, c'est
Renaud, c'est vrai qu'il a vendu son manga sur les salons au début, au tout début, il alpaguait même les lecteurs en mode « Ah, il y a un manga français !» Je me rappelle, je l'ai rencontré au TGS, j'étais dit « C'est que ce truc ?» et maintenant, il a la même chose. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est l'identité de la personne. Alors Dreamland est un excellent manga et c'est très très chouette. Mais c'est vraiment l'identité de Renaud et la personne de Renaud qui porte. Enfin, de toute façon, tous ceux qui connaissent Dreamland sont fans de Renaud ici. En règle générale, on est plutôt fan de Renaud et on aime Dreamland qu'on a lu Dreamland. Ou alors vous avez lu Dreamland, vous l'avez rencontré, vous êtes fan de Renaud, vous êtes 2 fois plus parti. Donc oui, effectivement, on retrouve ça très fort. Coïncidence. Yoann, la communication qu'il fait sur les mots, elle est très efficace. Ouais, mais Il parle de tout, quoi. J'ai vu, il parle de manga japonais et tout, et en fait, il arrive à être. C'est pas son métier, mais en fait, le côté influenceur manga, le rend très sympathique. Ça lui pose aussi pas mal de questions. Des fois où il poste, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tel post, il a eu 0 like, alors qu'il lui est vachement bien. J'ai fait celui-là, il a cartonné, qu'est-ce que vous foutez? Enfin, alors, il parle pas comme ça. Il parle mieux que moi. Il en parle avec Senshiro, ils ont des conversations aussi là-dessus. Tiens, comment tu fais le post, comment tu communiques. Moi, ça m'emmerde qu'il soit en train de se poser des questions là-dessus. Enfin, je comprends qu'il le fasse et c'est normal qu'il le fasse. Ils sont obligés, mais Je préfère qu'ils se posent des questions sur la suite du manga. voilà. Non, mais sur leur œuvre, enfin, c'est plus ça. Et tiens, et comment on discutait de techniques graphiques, de que sais-je, mais qu'il soit sur des questions de com, ça, je trouve ça un peu triste. Si vous faites des jobs dans la com, dans la pub, peut-être que l'agence de com va se dire sur cette illustration-là, je vais plutôt partir sur déjà essayer de nourrir les personnes qui sont dans mon agence salariée. Et puis, c'est peut-être de temps en temps, plutôt que de vous prendre en freelance. Là, par contre, c'est là où moi déjà, en tout cas, j'ai constaté avec mes propres prestataires qui bossent pour moi, pas pour la promotion marketing, mais plutôt en digital, où là, ils commencent à me dire aussi, là, on est un peu plus tendu, les clients sont un peu plus tendus, ils vont plutôt que sur des petits, en tout cas, c'est que sur des petites sommes, que sur des petites économies, où ils se disent, les petites économies, je préfère les mettre après derrière pour que les gros budgets, je puisse toujours avoir de la qualité. En fait, c'est ça, ce qui sauve, c'est qu'ils se disent tout ce qui est un peu useless, ou finalement, c'est pas très grave si j'ai pas beaucoup de qualité, voilà. Mais par contre, quand la qualité est là, donc c'est-à-dire quand on a vraiment besoin d'un truc vraiment calibre, là, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un petit point, je suis d'accord avec toi, et je pense qu'en fait, vous allez devoir repenser votre manière de travailler, pas forcément pour les planches, mais plus sur le côté événement culturel, en fait, où le dessin doit revenir un petit peu au centre de la création. L'exemple que j'ai, c'est la musique, par exemple. Avec la musique et l'ère du streaming, en fait, on voit que les concerts, c'est redevenu en grâce, et les gens viennent plus voir les artistes en concert. Et je pense que faire des concerts dessinés, du dessin live, un truc où en fait le fait de dessiner redevient un exercice que le public peut voir de ses yeux, je pense que ça reprendra plus de valeur. Mais après, l'industrie va se transformer par rapport à ça, et je pense qu'il y aura un marché alternatif qui va se créer par rapport à ça. Je pense. Mais là, je pensais vraiment au parallèle avec les artistes musicaux qui ont été confrontés à ça. Et on le voit maintenant, il y a des artistes IA qui commencent à truster les charts. Et en fait, le truc, c'est que les artistes vont plutôt vers des concerts, des tournées, ce genre de choses pour faire vivre leur création et rencontrer le public. Et qu'il y ait un rapport plus physique, moins digital avec les artistes. Le robot, tu implémenteras une IA dans un robot qui dessinera en salle. Non, mais t'as raison pour compléter. En fait, là, on vient de parler de destruction, mais dans tout ce qu'il y a de destruction, il y a aussi création derrière. Donc, c'est très important de le dire, effectivement. Il y a des manières de faire qui vont pivoter. Pendant un temps, ça va être le moment de flottement. Là, on y est un petit peu. Et puis, dans 2-3 ans, ça va aboutir à d'autres opportunités. Donc, c'est aussi important de le dire, par exemple. C'est vrai que les concerts dessinés, je vois, ça revient un peu en grâce. D'ailleurs, on en fait un cabaret vert. Non, on en a fait un avec Gaël Faye il n'y a pas longtemps à Angoulême. On en fait un au cabaret vert avec Gringe sur BD. On en a un autre nous, on en a 3 prévus déjà. Donc, effectivement. Je serais bien, je suis pas à Paris, mais je serais pas. C'est dans les Ardennes. C'est dans les Ardennes. Oui, le cabaret vert. Encore plus loin. Ah oui, non, mais c'est vrai, on est à Toulouse. Tu vas y arriver. Et c'est vrai que nous, en termes de communication, petit rebond, mais c'était Morgan, quand ils ont sorti Train de nuit pour la Voie lactée, Adrien Demont, du coup, qui a fait la bande dessinée, il y avait des concerts dessinés.
Et alors j'ai vu que des captations, mais ça avait l'air incroyable. Et lui, il dessine par soustraction de matière, je crois. Enfin, je ne sais pas comment il fait. Mais en tout cas, l'expérience du concert, j'ai 2-3 personnes qui sont allées voir, qui m'ont dit mais c'est incroyable. Vous savez qu'ils sont venus à la BD parce qu'ils ont vu le concert de c'est presque devenu une expérience artistique, quoi. Donc il y a tout un truc, je pense, de... Bon, alors, après, il a été payé, évidemment, c'est quand même le but, c'est que lui, il puisse remplir une salle et gagner de l'argent. Mais je trouve que ça a re-questionné ça. Si on vous demande, faites pas ça gratos. Hein. Non, jamais. Non, là, normalement, ils sont tous formés. Ouais. C'est clair. Très, très bien. Merci beaucoup. On arrive sur la fin du coup du temps qu'on a pour cette conférence / table ronde. J'ai encore plein de questions, mais on ne va pas pouvoir toutes les faire. Selon vous, à l'heure actuelle, du coup, si vous aviez un seul conseil, ça va être difficile, parce que voilà, un conseil à donner à quelqu'un qui veut créer un manga aujourd'hui, ce serait quoi ? Ouais, je sais, la question est difficile. Un seul. Vous avez droit à un chacun. J'aime bien vous mettre en difficulté à la fin. Si, elle est là. Attends, t'as pas dit que c'était hier le thème là C'est quoi c'est pas que pour créer un manga, mais c'est aussi serrez-vous les coudes entre vous, entre artistes. C'est aussi le meilleur moyen déjà de tester une histoire, un pitch, une planche, un dessin aux autres, d'avoir un autre regard. Et c'est ça qui va tous vous nourrir et vous continuer de vous faire progresser les uns les autres. Et c'est aussi une façon de résister face à des évolutions technologiques qui vont très très vite. Et le collectif, et les ateliers, voilà, solidarité entre auteurs qui est importante. En prolongement, rester ouvert. On est un pays qui a l'avantage de valoriser les artistes. On est l'un des rares pays où l'artiste est au cœur du projet, donc ce qui est très bien. Ce qui compense aussi le fait qu'on ne les paye pas très bien. Pas parce qu'on n'a pas envie, mais c'est juste parce que notre manière de faire, notre système est comme ça. Mais du coup, parfois, ça a tendance à mettre l'artiste sur un piédestal et du coup à pas écouter. Or, les traits de génie, on le sait, dans la BD comme dans le manga, ceux qui vont le plus loin, qui sont les plus endurants, qui font les meilleures choses, c'est ceux qui écoutent leur éditeur, qui écoutent leurs copains, tout le temps, qui savent aussi prendre en disant « je ne suis pas d'accord avec cette idée, donc je vais prendre la mienne, mais par contre, ça, c'est intéressant ». Celui qui n'écoute pas fera un succès, et il n'y en aura qu'un. Et qui ne va pas tenir très longtemps, s'il y en a déjà un. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous deux, et en fait, ce que tu disais, Timothée, c'est entourez-vous bien. En fait, le fait d'avoir un bon équipage, on va dire, voilà, l'esprit One Piece, un peu, c'est ça. C'est vraiment entourez-vous bien, bon éditeur, bonne équipe, et en fait, à partir de là, je pense que c'est plus un conseil de vie. Ça vous permet d'aller plus loin, quoi. Et t'as raison, en fait, ça regroupe un peu les deux, puisque tout seul, tu peux aller plus vite, mais tu vas t'arrêter devant un mur et tu n'auras pas l'intelligence collective de trouver la solution. Pour terminer, moi, mon conseil, ce serait juste de continuer ce que vous faites déjà. Donc, les conseils qu'on vous a donnés, je pense que la plupart d'entre vous, vous les appliquez déjà. Vous êtes des artistes, vous êtes des créateurs, vous allez pouvoir évoluer sur des années, donc continuez comme ça, vous allez encore exploiter votre potentiel qui est encore très très large, donc continuez dans cette voie-là et puis vous pourrez vous connecter à votre public et atteindre le succès que vous méritez. Eh bien, merci beaucoup pour cette conférence qui était, alors personnellement, j'ai trouvé super intéressante parce que c'est un sujet qui est complexe et en même temps, il y a plein de choses à explorer et c'est pas mal de voir qu'on n'est pas tous foutus tout de suite. Donc c'est chouette. J'ai beaucoup de métaphrases, Timothée, tout à l'heure quand tu disais « l'IA ne vous remplacera pas », c'est quand même une phrase qui fait du bien à entendre parce que c'est une question sous-jacente un peu permanente. Donc c'est chouette. Merci beaucoup à vous pour votre présence et pour vos réponses. Et puis, on va s'arrêter là. Merci à vous. Merci pour l'invitation, pour l'accueil. C'est comme des rois. Plein de chocolat.